Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20h. Des bâtiments officiels en feu dans le sud-ouest de la Chine. Les habitants d'une ville se sont soulevés contre la police accusée de protéger un notable dans une affaire de viol. Ce sont les téléphones portables des habitants qui ont permis au monde entier de découvrir ces images. J-2 pour la présidence française de l'Europe. Comment nos voisins voient Nicolas Sarkozy? Qu'en attendent-ils? L'enquête dans ce journal de nos bureaux à Londres, Bruxelles, Berlin et Rome. Il y aura moins de secouristes cet été sur le littoral français. La réduction du nombre de CRS maîtres nageurs oblige certaines mairies à laisser des plages sans surveillance. Plus futile, mais tout le monde y pense. Comment bien préparer son corps pour la plage? Nos reporters n'ont reculé devant aucun sacrifice. Ils ont testé tous les nouveaux produits, de la crème amincissante jusqu'à la chaussette hydratante. Toulouse, championne de France de rugby. Après 7 ans d'attente, la ville rose a enfin récupéré son Brennus, le bouclier de la victoire. La nuit risque d'être longue et bruyante ce soir encore, place du Capitole. On commence avec cette information qui nous est parvenue juste avant ce journal, information à peine croyable. Il y avait aujourd'hui une journée portes ouvertes au 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine à Carcassonne. À cette occasion, un militaire a procédé à un exercice devant le public. Il aurait dû se faire avec des balles à blanc, mais ce sont des balles réelles qui ont été utilisées. Résultat, 16 personnes ont été blessées, dont 4 enfants. Le pronostic vital est semble-t-il réservé pour 2 personnes. Nous avons pu joindre il y a quelques minutes par téléphone le préfet de l'Aude. Son témoignage est précis, mais difficile à entendre tant il nous a parlé sous le coup de l'émotion. On l'écoute. On a donc, au cours d'une démonstration d'assaut, l'un des militaires a utilisé des balles tir réelles. Il a fait 16 victimes. Parmi ces 16 victimes, il y a 4 enfants. Et parmi ces 16 victimes, il y a un seul militaire et 15 civils. Est-ce qu'il y a des morts? Alors, il y a 2 pronostics vitaux, dont un enfant, et l'enfant, le pronostic est vraiment très, très, très difficile. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que le militaire a fait un geste criminel ou pas? Évidemment, pour l'instant, personne ne peut y répondre. Il est en garde à vue, et personne ne peut y répondre. Mais la thèse qui prédomine, c'est qu'il y a eu erreur. La scène a été filmée par l'armée, tout simplement, parce qu'elle filmait la démonstration. Et bien sûr, le film sera saisi par la justice. Un témoignage recueilli par nos confrères de France 3 dans l'Aude, information sur laquelle nous reviendrons bien sûr à la fin de ce journal avec les derniers détails. En attendant, on va parler de ce qui ressemble à l'origine à un simple fait divers, mais qui en dit long sur l'état de la Chine aujourd'hui. Une affaire de viol et de meurtre a dégénéré en émeute générale dans une ville du sud-ouest du pays. Les habitants soupçonnent la police de protéger des notables. Aurélia Guillemard. Devant le commissariat pris d'assaut, les voitures de police brûlent. Un mur de fumée noire a envahi le centre de Wengan. La fureur des habitants semble impossible à calmer. À l'origine de leur révolte, la mort de cette adolescente, violée et assassinée. La police aurait tenté d'étouffer l'affaire en évoquant un suicide parce que le fils d'un haut dirigeant de la ville serait impliqué. L'oncle de la victime qui a protesté contre les conclusions de l'enquête a été passé à tabac. C'est l'annonce de sa mort qui a déclenché ces émeutes. Les images et les photos prises par les habitants eux-mêmes montrent une foule de plusieurs milliers de personnes amassées devant le commissariat de la ville. 200 policiers ont été appelés en renfort à Wengan, où ce soir, toutes les lignes téléphoniques sont coupées. Alors vous l'avez vu, de nombreuses vidéos amateurs ont très vite circulé sur Internet. Apparemment, la censure que tente d'exercer le Parti communiste chinois sur la toile ne fonctionne pas autant qu'il le souhaiterait. Des accords ont pourtant été passés avec des géants comme Google pour contrôler les internautes, mais ces derniers ont visiblement appris à contourner les pièges. Philippe Rochaud. Ils filment avec leurs caméras, leurs appareils photo, leurs téléphones portables. En Chine, les habitants eux-mêmes nous servent de témoins et se transforment en citoyens journalistes, comme dans ce village du Hebei. Un paysan a pu filmer ici une expédition punitive lancée contre des villageois qui s'opposaient à la réquisition de leurs terres par le pouvoir local. L'opération avait fait 6 morts. La population a envoyé ces images au monde entier par Internet. Internet en Chine est contrôlé par 30 000 cyberpoliciers. Si le pouvoir voulait bloquer Internet, il pourrait le faire. Mais ça n'est pas forcément dans son intérêt.
Le gouvernement a appris à naviguer assez habilement entre ces flambées d'émotions et de solidarité qui lient une bonne partie des Chinois aujourd'hui à travers la toile, et son intérêt à utiliser ça comme un baromètre de l'opinion pour savoir ce qui agite réellement la population et aussi pouvoir intervenir et résoudre le problème. Grâce à Internet, nous avons pu vivre les premiers moments du tremblement de terre du Sichuan, filmé ici par un vidéaste amateur alors qu'aucune télévision n'était sur place. C'est aussi grâce au net que quelques heures après le début des émeutes du Tibet, nous recevions ces images, réalisées et transmises par de simples touristes. Mais Internet reste un jeu dangereux pour les 200 millions d'internautes chinois. Pour avoir créé un blog où il dénonce la corruption et appelle au boycott des Jeux Olympiques, cet homme, Routia, a écopé de 3 ans de détention et 30 blogueurs croupissent aujourd'hui dans les prisons chinoises. Oui, alors Internet peut-il mettre en danger le pouvoir central chinois? Pascal Golomer, vous êtes notre correspondant à Pékin. C'est une question que le Parti communiste visiblement se pose très sérieusement. Oui, les dirigeants chinois se méfient terriblement d'Internet et du nombre d'internautes croissant. Ici en Chine, on parle de 220 millions et sans doute 280 millions à la fin de l'année. Ils se méfient du flot d'informations, d'images qui circulent. Alors il s'agit de contrôler sans bloquer, on l'a dit, et ça c'est compliqué. Ils ont donc une armée de censeurs qui sont là pour surveiller au jour le jour, qui ne laissent rien passer ou presque, et qui ne laissent rien au hasard surtout. On a vu cette semaine par exemple que des messages plutôt anodins, qui traitent plutôt de la superstition, qui s'attaquent aux mascottes des Jeux Olympiques, qui seraient à l'origine des catastrophes qui sont arrivées cette année en Chine, eh bien, tous ces messages ont purement et simplement été supprimés de la toile en quelques heures. L'autre solution pour contrôler Internet, eh bien, c'est l'autocensure, et il faut savoir que les grands sites qui hébergent les messageries, les forums, les photos, les vidéos, la plupart de ces sites sont contrôlés directement ou indirectement par l'État ou sont étrangers, et ils doivent obéir à un certain nombre de règles, sinon ils se voient supprimer leur licence. C'est pour ça que Google, Yahoo ou MSN, entre autres ces géants américains, eh bien, acceptent les règles chinoises en espérant conquérir une part du gigantesque marché Internet chinois. Pascal, vous parliez des Jeux Olympiques tout à l'heure. À cette occasion, les autorités chinoises avaient promis de faire des efforts sur la liberté de la presse. Est-ce que vous les avez constatés sur le terrain ? La liberté d'information, elle est loin de ce qu'avaient promis les Chinois lorsqu'on leur avait attribué les Jeux. En 2001, c'est vrai que pour nous, journalistes étrangers, on a vu une petite marge de manœuvre supplémentaire, à condition de ne pas toucher aux domaines sensibles ou aux régions sensibles comme le Tibet. En revanche, pour les journalistes chinois, là, on n'a pas vu vraiment de progrès. Ils sont toujours aussi muselés, aussi contrôlés. D'après Reporters sans frontières, 33 d'entre eux étaient derrière les barreaux en début d'année. Et mis à part le petit vent de liberté qui a soufflé après le tremblement de terre, on a vu beaucoup de journalistes faire vraiment leur travail. Depuis, eh bien, le soufflet est un peu retombé. Il y a quelques jours, un cyberdissident, comme on les appelle, un journaliste qui écrit sur Internet, a été mystérieusement enlevé alors qu'il avait écrit quelques articles s'en prenant aux autorités sur la façon dont les secours avaient été menés après le tremblement de terre, et personne ne sait aujourd'hui ce qu'il est devenu. Merci Pascal. Sans surprise, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a remporté le second tour de l'élection présidentielle où il était le seul candidat. Il n'a pourtant recueilli que, entre guillemets, 85% des suffrages. Une mascarade électorale qui ne l'a pas empêché, vous le voyez, de prêter serment en grande pompe cet après-midi. J-2 pour la présidence française européenne. Mardi, Nicolas Sarkozy deviendra le président de l'Union. Nous avons donc essayé de savoir comment nos partenaires le voyaient, quelle image et quelles attentes ils en ont. Vous allez le voir, c'est variable en fonction des pays et des cultures. Arnaud Boutet avec nos bureaux à Londres, à Rome, à Berlin et à Bruxelles. Au musée Tussaud de Londres, il y a les statues anciennes comme Jean-Paul II. Et au centre, voici la toute dernière. Le président de cire, taille réelle, se veut une copie fidèle dans le regard, l'expression, avec moult détails, bracelets, montres, talons et surtout téléphone portable, car pour les Anglais cela fait partie de la panoplie. Cela veut montrer que c'est un homme qui bouge beaucoup, qui a toujours quelque chose à faire ou quelqu'un à voir. Et même les gens qui le connaissent peu le trouvent différent, avec une attitude décontractée. Comment nos voisins jugent-ils le futur président des 27 ? Après le référendum en Irlande, l'impasse juridique, beaucoup attendent la solution miracle. Mais attention, disent certains députés, le résultat doit être collectif. Ici, on ironise beaucoup sur l'énergie de Nicolas Sarkozy. Évidemment, il en a. Évidemment, il a une ambition. Évidemment, il veut montrer. Mais bon, du moment où il commence à dire c'est moi qui a réussi à faire ceci ou cela, je pense qu'il y aura beaucoup de petites blagues. Parce qu'on ne peut pas prendre ça au sérieux. Un travail, c'est toujours en équipe, c'est toujours un compromis
en Union européenne, et ce n'est jamais un président seul qui fait les choses. Ça n'existe plus. Avec Angela Merkel, c'est un peu « je t'aime, moi non plus ». Les points de discorde sont nombreux, comme le projet français d'union de la Méditerranée. Mais pour les observateurs, le couple franco-allemand n'est pas mort. En Allemagne, on est convaincu qu'il nous faut une Europe forte, qu'il faut renforcer le profil mondial de l'Union européenne. Et c'est là, je pense, que se rencontrent les intérêts de la France et de l'Allemagne, et aussi de Nicolas Sarkozy et de la chancelière. Les Italiens ne cachent guère leur admiration pour le couple présidentiel. Même fascination côté politique. Pour ces jeunes militants proches de Berlusconi, Nicolas Sarkozy devrait pouvoir, ni plus ni moins, sauver l'Europe. Nous, les jeunes, nous sommes toujours d'une nature révolutionnaire. En effet, je pense qu'au niveau européen, il sera en mesure de commencer une petite révolution qui sera très utile à l'Europe. Parmi les dossiers, il y a l'immigration, la défense, l'agriculture. La France préside l'Union jusqu'à la fin de l'année. En retirant les congés d'été, cela fait 4 mois. C'est très court pour imprimer sa marque. C'est un symbole qui s'est effondré cet après-midi à Meaux, en Seine-et-Marne, symbole des constructions des années 60 qui répondait à l'époque à un besoin rapide de logement bon marché. La barre fougère a été détruite dans le cadre de l'accord passé avec l'État pour la rénovation urbaine des quartiers dits sensibles. L'été a déjà bien commencé en Grèce, il fait chaud, très chaud même dans le pays, et les pompiers s'inquiètent déjà de possibles incendies. De leur propre aveu, les leçons de l'été dernier n'ont pas été tirées. Les flammes, vous vous en souvenez, avaient tué 77 personnes et ravagé 270 000 hectares de cultures et de forêts. Alors où en est-on exactement un an après? C'est le grand format de cette édition, il est signé Franck Genozo et Pascal Desmully. L'enfer au cœur du Péloponnèse. 4500 départs de feu en quelques jours. Un peu partout, les mêmes scènes de panique. L'impuissance des riverains et des pompiers. C'était il y a un an. Pendant plusieurs semaines, la Grèce avait dû faire face à une vague d'incendies sans précédent. Pour un bilan très lourd, 77 morts et 270 000 hectares partis en fumée. Les flammes avaient même léché les premières pierres du sanctuaire de Zeus et son illustre stade, berceau des Jeux Olympiques. Le site d'Olympie est désormais encerclé par des sentinelles. Depuis quelques mois, des dizaines de canons à eau se dressent pour protéger ce joyau de l'Antiquité grecque, patrimoine mondial de l'humanité. Sous l'impulsion de l'État et d'une grande marque de soda, le site a été très vite remis en état. Il fallait qu'il soit présentable pour le départ de la flamme olympique. Pourtant, dès qu'on s'éloigne d'Olympie et de ses touristes, on constate vite que rien n'a changé. Ici, les arbres morts n'ont même pas été abattus. Sur cette route l'an dernier, 7 personnes sont mortes, carbonisées dans leur voiture en tentant de fuir. Village détruit à 90%. Les habitants qui sont restés vivent toujours dans des préfabriqués à côté du cimetière. C'est le cas de Magdalani Alexandropoulou. L'an dernier, elle s'est grièvement brûlé les jambes en tentant de sauver ses chèvres. C'est dur. Nos oliviers ont brûlé. On faisait de l'huile qu'on vendait pour gagner un peu d'argent. Moi, je n'ai pas de retraite. Alors, je n'ai plus d'argent pour acheter mes médicaments. En Grèce, l'assurance habitation n'est pas obligatoire. Rares sont ceux qui étaient assurés. L'État a versé 10 000 € aux sinistrés et promis de reconstruire les maisons. Mais seules l'église et le café ont été retapés par des mécènes privés. Un peu plus loin, perché sur la montagne, la bourgade de Smyrna. Ici, on vivait essentiellement des olives. Les arbres sont notre cœur, peut-on lire sur cette maison calcinée. Aujourd'hui, Smyrna ressemble à un village fantôme. La patronne de l'unique café réfléchit à mettre la clé sous la porte. Même si on n'a pas envie d'abandonner notre village, on va tous devoir partir. On n'a pas le choix. Où est l'aide qu'on nous avait promise? Et dans la bouche des riverains, l'impression que la vue exceptionnelle dont jouit le village pourrait intéresser certains investisseurs. Si vous posez la question, ici ou dans les villages alentours, tout le monde vous répondra oui. Oui, nous pensons que ces terres ont brûlé pour y faire construire des hôtels. Un an après, toujours pas de débroussaillage obligatoire. Des pompiers en grande partie concentrés autour d'Athènes. Le thermomètre flirte avec les 40 degrés. Les premiers incendies de l'été n'ont pas tardé, comme ici, le week-end dernier.
Sur les 4000 hommes jugés nécessaires, seuls 1200 pompiers ont finalement été recrutés. Ils ont commencé leur formation début juin, trop tard pour être opérationnels pour cet été, alors que la canicule et la sécheresse multiplient cette année encore les risques d'incendie. Le corps de Sophie Toscan du Plantier va être exhumé. 12 ans après le meurtre, le juge français en charge du dossier souhaite relancer l'enquête qui, côté irlandais, n'avance plus. Un suspect avait pourtant été trouvé, mais il n'a jamais été mis en examen. Sophie Toscan du Plantier, l'épouse du producteur de cinéma, aujourd'hui décédé, avait été assassinée dans sa maison de campagne en Irlande. Lionel Feuerstein. C'est un endroit reculé d'Irlande, balayé par les vents. Un bout de terre dont Sophie Toscan du Plantier, la troisième femme du célèbre producteur de cinéma, était tombée amoureuse. Chaque année, elle y passait seule quelques jours de vacances. Mais le 23 décembre 1996, une voisine découvre son corps gisant dans l'allée. Son crâne a été fracassé avec un bloc de pierre. Les enquêteurs irlandais s'interrogent. Dans la maison, rien n'a été volé. La victime semble avoir ouvert volontairement sa porte en pleine nuit. Nous devons rester ouverts à toute éventualité, mais il semble qu'elle connaissait son agresseur. Malgré ces indices et la soixantaine d'enquêteurs mobilisés, la police irlandaise n'obtient aucun résultat. Un mois après le crime, il décide alors de lancer un appel à témoins. Je sais que les gens de la région de Cork sont traumatisés par la mort de cette Française. Et ceux qui savent quelque chose doivent nous aider à trouver son meurtrier. Certains villageois vont alors retrouver la mémoire. Un nom revient dans toutes les bouches, celui d'Owen Bailey. Artiste local, journaliste à ses heures, il habite à quelques kilomètres de la ferme. Cette femme affirme l'avoir vu la nuit du meurtre. Son visage était griffé. Cet autre témoin aurait reçu les confidences de Bailey, qui lui aurait avoué le meurtre d'une femme. Placé à 2 reprises en garde à vue, l'homme ressort libre. Sûr de lui, il affronte les caméras. Connaissiez-vous Sophie Toscan du Plantier? Never met her, never spoken with her. I'd seen her on one occasion, and it was pointed out by a neighbor. If they had evidence, I wouldn't be here talking to you. I wouldn't have been released. I know I'm innocent. I have nothing to do with this killing. Vous l'avez tué? No. Dès le lendemain du meurtre, l'homme a pourtant écrit des articles très bien renseignés, des informations que seule la police avait. Mais le pigiste a un alibi. Son épouse. Elle affirme avoir passé la nuit avec lui. De leur côté, les enquêteurs n'ont aucun élément matériel. Dans le droit irlandais, ces preuves sont indispensables pour inculper quelqu'un. Des règles difficiles à accepter pour les proches de la victime. Quand on avait le compte rendu des gens qui avaient parlé là-bas devant le juge, on s'est dit c'est pas possible qu'on ne l'ait pas arrêté avec tout ça. Après 12 ans d'enquête, la justice française a décidé de relancer l'affaire. Elle ordonne pour la première fois l'exhumation du corps de Sophie Toscan du Plantier. On peut espérer, pourquoi pas un ADN, pourquoi pas un certain nombre de traces génétiques permettant de poser un certain nombre de questions. Aujourd'hui, pour toute une famille, c'est le dernier espoir. Et on revient sur cette information qui nous est parvenue au tout début de ce journal. Je vous le disais, 16 personnes ont été blessées, dont 4 enfants, lors d'un exercice de tir au 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine à Carcassonne. Ce régiment organisait une journée portes ouvertes et pour une raison que l'on ignore, un militaire a tiré à balles réelles au lieu d'utiliser des balles à blanc. À l'instant, l'armée de l'air réagit en qualifiant ce drame d'incompréhensible. Réaction aussi du président de la République, Nicolas Sarkozy, qui affirme qu'il tirera, je cite, des conséquences exemplaires de cet accident. On revient tout de suite sur les derniers détails et sur ce que l'on sait avec Olivier Caroff. C'était un week-end portes ouvertes au 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine de Carcassonne. Sur ces images prises hier par un vidéaste amateur dans les tribunes, on voit les militaires tout près du public. Cet après-midi, lors d'une démonstration de pistolets mitrailleurs FAMAS normalement chargés à blanc, des tirs à balles réelles ont fauché le public. Mais il semblerait qu'au cours de la 6e démonstration et dernière, l'un des militaires ait fait l'erreur de charger avec des balles réelles. Il a touché au cours avec une rafale, il a touché 16 personnes. Sur ces 16 personnes, 4 sont considérées comme étant en urgence absolue et 2, on a engagé le pronostic vital. Sur ces 2 personnes, il y a un enfant de 3 ans. Tous les blessés ont été évacués dans le cadre d'un plan rouge
vers les CHU de la région et en particulier celui de Toulouse pour les plus graves après leur conditionnement. Comment est-ce qu'on peut imaginer que quelque chose comme ça se soit passé ? On peut difficilement l'imaginer, tout simplement parce que, bien sûr, on peut difficilement confondre un chargeur avec un autre, mais vous savez, dans l'excitation, dans le brouhaha, il est possible qu'un militaire ait confondu un chargeur. En tout cas, tout ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il ne l'a pas fait exprès, mais l'enquête va le déterminer. Il est bien sûr aujourd'hui placé en garde à vue, il est entendu par la police judiciaire, l'enquête est enclenchée. Elle s'appuiera d'ailleurs sur un film qui était tourné par les militaires eux-mêmes pendant la démonstration, et ce film a été saisi bien sûr par la police judiciaire. Ce régiment d'infanterie est une unité de combat. L'un de ses premiers chefs fut le général Bijard. Ces terrains d'opération les plus durs, Rwanda, Bosnie, Kosovo. Le ministre de la Défense doit se rendre sur place dans les prochaines heures. Au ministère, on ne pouvait dire qu'une chose ce soir, c'est du jamais vu. C'est une conséquence de la réduction des effectifs des CRS maîtres nageurs. Certaines mairies sont obligées cet été de les remplacer par des maîtres nageurs et lorsqu'elles ne le peuvent pas, eh bien, elles doivent laisser des plages sans surveillance. C'est ce qui s'est passé par exemple près du Cap Ferret en Gironde pour ce début de saison. Un reportage Francis Mazoyer, Olivier Prax. Attention s'il vous plaît, laissez passer le véhicule, merci. Intervention d'urgence sur une plage du Cap Ferret. Cet enfant de 12 ans a de fortes douleurs à l'oreille et au cervical. Pris dans une grosse vague, il a heurté un autre baigneur. Ici, des maîtres nageurs civils pallient l'absence des CRS jusqu'au 1er juillet. Après la prise en charge de la victime, ils appellent l'hélicoptère. Diagnostic rassurant du médecin du SAMU. D'accord. Ici, ça fait mal. Grâce aux maîtres nageurs, la chaîne des secours a bien fonctionné. Si on n'avait pas été là, probablement que la personne serait rentrée par ses propres moyens et peut-être avec des lésions peut-être un peu plus graves. Là, ça nous a permis de prendre le problème très tôt. Voici les maîtres nageurs civils qui compensent en partie le désengagement des CRS fin juin et début septembre. La municipalité de Lège-Cap-Ferret n'a pas trouvé suffisamment de chefs de poste expérimentés pour surveiller toutes les plages. Le maire ne décolère pas, car certains postes de secours sont totalement vides. Vous savez, ici, il y a ce qu'on appelle des baïnes. Ce sont des petits lacs qui sont ouverts, qui se forment au descendant, et ça aspire, ça tire très fort les baigneurs vers le large. Pour moi, la surveillance des plages est un service public. Je veux bien comprendre la restructuration, la suppression de casernes, etc. Ça n'est pas notre problème. À Lège-Cap-Ferret, 2 plages océanes sur 4 sont ainsi sans surveillance. Mais il y a quand même beaucoup de baigneurs, dont des enfants. Je les surveille, on est responsable, donc c'est normal de les surveiller. Vous êtes consciente du danger d'une mer agitée comme ça, des baïnes ? Tout à fait, oui, bien sûr. L'océan est dangereux, il faut être très prudent. Des bornes comme celle-ci permettent d'appeler les pompiers. Mais en 10 minutes, un baigneur en difficulté peut tomber dans le coma. Cela ne remplace donc pas les CRS sauveteurs. À chaque littoral, ses dangers. En Méditerranée, la mauvaise nouvelle cette année s'appelle la méduse. Les experts sont formels. Les premières arrivées cet été sont plus grosses que d'habitude. Alors comment repérer les plus dangereuses? On voit ça avec Karine Fex. Sous les eaux de la Méditerranée, la Pelagia noctiluca, la plus redoutable des méduses, rôde. Pour les baigneurs de cette plage d'Ajaccio, ces piqûres sont un cauchemar. Et les sauveteurs sont aux aguets. Cette année, elles sont beaucoup plus grosses, elles sont plus urticantes et elles sont assez violettes, donc reconnaissables facilement. Ces méduses prolifèrent en Méditerranée depuis quelques années. Et si elles vont si bien, c'est sans doute à cause du réchauffement climatique et de la pollution marine. La pollution qui favorise l'apparition de plancton, donc de nourriture pour les méduses. Parmi les autres explications, la disparition de certaines espèces. Ça peut s'expliquer notamment par la diminution du nombre de tortues marines qui sont un des principaux prédateurs de méduses. En cas de piqûre, une règle simple, ne jamais laver la plaie à l'eau douce mais à l'eau de mer. Ne pas trop bouger le membre piqué et prendre de l'aspirine. Et surtout, baigneurs, même si les méduses se font plus discrètes cette année, regardez où vous plongez. Et puisqu'on parle de vacances, c'est un peu futile, mais beaucoup se posent la question. Il va peut-être falloir se mettre en maillot cet été. Les premiers jours sont les plus difficiles. Alors pour passer ce cap, pour gommer un peu le côté bourrelé et caché d'aspirine, il existe de plus en plus de produits, car évidemment le marché est lucratif. Sophie Mézel, Daniel Lévy.
Parce que l'été est là, pour certains, la course contre la montre a déjà démarré. Comment entretenir son corps, mettre en valeur sa silhouette? À chacun sa méthode. Je prends des compléments alimentaires en fait pour aider à bronzer, voilà, pour protéger la peau, quoi. Un petit régime déjà, parce qu'on va bientôt se mettre en maillot de bain. Un peu de crème auto-bronzante pour avoir l'air déjà des petites couleurs. Et pour d'autres, les grands moyens. Plus qu'un mois pour déloger une cellulite indélicate, la méthode, le CelluM6, consiste en un massage superficiel des graisses. Pour 50 € la séance et à raison d'au moins 6 séances, on peut perdre une taille de vêtements. Alors, vous allez vous mettre sur le côté. Mais attention, les résultats ne sont pas définitifs. En règle générale, une séance mensuelle, c'est parfait pour entretenir les résultats obtenus. Côté produit, l'été fournit son quota de nouveautés. Pour des pieds qui se dénudent, voici la chaussette remplie de gel d'eucalyptus, à poser la nuit. Elle va lisser et surtout hydrater vos pieds. Une protection solaire évolutive de l'indice 50 à l'indice 15. On tourne la bague pour doser sa crème en fonction de ses besoins. Un fond de teint qui résiste aux baignades et imite le bronzage sans abîmer sa peau. Un petit peu. Hop. C'est l'intérêt de ce maquillage pour le corps. Enfin, pour garder un hâle naturel, voici la douche auto-bronzante. Pour 20 € environ, elle projette uniformément une lotion qui fait réagir la peau au bout de 4 à 6 heures. Ça tient une bonne semaine, en hydratant bien, en continuant d'hydrater toute la semaine. Mais attention, ce n'est qu'un trompe-l'œil. Pour un bronzage au long cours, rien ne remplace le soleil, à consommer avec modération. Eux n'ont pas vraiment de problème de bourrelet, en tout cas pas de graisse. Les rugbymen toulousains pourront partir en vacances heureux dès la semaine prochaine. Ils ont ramené cet après-midi le bouclier de la victoire dans la ville rose qu'ils avaient perdu depuis 7 ans. C'était tout à l'heure au balcon de la mairie sur la place du Capitole. Une foule impressionnante est venue les accueillir. Toulouse a été sacrée hier soir championne de France de rugby pour la 17e fois de son histoire. Ils avaient pourtant des adversaires redoutables, les Toulousains, mais il y a comme cela des équipes qui semblent frappées de malédiction. Et une fois de plus, Clermont n'a pas réussi à gagner sa finale. Antoine Gaveau, Olivier Combe. 7 ans que cette petite chanson n'avait plus résonné place du Capitole. Le Stade Toulousain est à nouveau champion de France. Il est 23 h et dans la ville rose, comme au Stade de France, c'est l'explosion. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Depuis 2001 on l'attend, il est là. Heureux? Oui, beaucoup heureux. Vous avez trouvé beau ce match? Oui, super. Toulouse champion et Clermont maudit. Les jaunes et bleus disputaient leur 9e finale, toute perdue. Aurélien Rougerie est en larmes et dans la capitale auvergnate, ses supportrices pleurent avec lui. C'est pas juste quoi. On était en bout jusqu'au bout, mais tant pis. Dans les deux villes hier, c'était mobilisation générale. 30 000 supporters place de Jaude, 25 000 au Capitole. Sur le terrain, le premier essai est rouge et noir. William Servat en force à la 18e minute. Mais 3 minutes plus tard, réaction clermontoise. Rougerie profite d'un cafouillage de la défense toulousaine. Les jaunes et bleus respirent un peu. 10-10 à la mi-temps, rien n'est joué. Il faut aller jusqu'au bout, leur rendre coup pour coup. Il faut qu'on gagne, il faut qu'il y ait la fête à Toulouse. Il n'y a pas moyen. Et la fête, elle arrive en deuxième période. Splendide essai de Médard au terme d'une action de 80 mètres. Quelle séquence de jeu! Au Capitole, on ne s'y trompe pas, le match a basculé. Score final 26-20, Toulouse remporte son 17e bouclier de Brennus. Un record qui n'a pas l'air de blaser ses supporters. Et puis maintenant, la suite est bien rodée. Bière qui coule à flot et concert de klaxon. Et en parlant de malédiction sportive, l'Espagne saura-t-elle décrocher la Coupe d'Europe ce soir en football face à l'Allemagne? Ça n'y est plus arrivé depuis 44 ans, même sa dernière finale remonte à 84. C'est un certain Michel Platini qui avait empêché les Espagnols à l'époque d'accéder au titre de champion. Alors ce soir, ils espèrent bien aller jusqu'au bout. Ambiance à Madrid, Franck Genozo, Pascal Caron. C'est une marée humaine, drapée de rouge et d'or. Toute l'après-midi, des dizaines de milliers de supporters de la Roja, l'équipe espagnole, ont convergé vers la Plaza des Colonnes. Température 38 degrés, le soleil cogne, l'eau et l'alcool coulent à flot. Madrid sombre peu à peu dans la folie douce des soirs de grands matchs. On a vaincu la malédiction, on est en finale pour la première fois depuis 24 ans. On a passé le cap, on va gagner, la coupe est à nous.
Depuis 24 ans et une finale perdue contre la France au Parc des Princes, la malédiction de la sélection porte un nom. Arconada. L'infortuné gardien espagnol devenu célèbre pour cette boulette. Ce soir, il sera dans les tribunes à Vienne, invité par son bourreau de l'époque, Michel Platini. Pour trouver trace d'une victoire de l'Espagne dans une grande compétition, il faut remonter aux images en noir et blanc. 1964, le football d'un autre siècle. Dans l'enceinte du mythique stade Bernabéu de Madrid, l'Espagne gagne l'Euro en battant les Soviétiques dans les dernières minutes. Alors pour mettre fin à 44 ans sans trophée, aujourd'hui, tous les moyens sont bons. On lui plante des épingles pour faire du vaudou. On aurait pu vous dire que l'Espagne retient son souffle, mais c'est en fait tout le contraire. Elle s'époumonne, sûre de sa force, de la ferveur, comme une victoire avant l'heure. On va gagner, l'Espagne va gagner. Pourquoi? Parce qu'on est les meilleurs. La famille royale a déserté son palais pour se rendre à Vienne. Dans quelques minutes, les rues seront désertes. Les Espagnols en sont sûrs, leur jour de gloire est arrivé. Et côté allemand, la pression monte aussi, au propre comme au figuré. Les ventes de bières ont explosé depuis le début de l'Euro. Ça, c'est pour l'anecdote. Plus sérieusement, Jérôme Bonny, vous êtes à la porte de Brandebourg à Berlin. On n'avait jamais vu autant de monde là-bas depuis la réunification des deux Allemagnes. Oui, Olivier, c'est vrai. Vous entendez qu'il y a pas mal d'ambiance ici sous la porte de Brandebourg. Et toute l'avenue qui part de la porte de Brandebourg, c'est noir de monde. On devrait plutôt dire noir, rouge, jaune, car chacun est venu avec son écharpe, son chapeau ou son drapeau aux couleurs du pays. Les organisateurs attendaient 1 million de personnes et je pense qu'on n'est pas loin du compte. Alors, une victoire en Coupe d'Europe, évidemment, n'aurait pas la même importance que la réunification allemande en 1990, mais le fait est que toute l'Allemagne vibre avec le football et que c'est l'occasion d'une véritable euphorie patriotique. Bon, après les revers de l'histoire, les jeunes générations affichent depuis le début du siècle un attachement sans complexe, très fort et même quelquefois un peu virulent à leur pays. Ça a commencé avec le mondial du football il y a 2 ans et évidemment ça continue de plus belle aujourd'hui. Alors comme ils sont très fins connaisseurs du foot, ils savent qu'avec les Espagnols, ça va être très difficile. Mais malgré tout, il y a eu un sondage aujourd'hui dans Bild am Sonntag, donc dans la presse dominicale, qui dit que 72% des Allemands y croient. Ils sont persuadés qu'ils vont remporter cette Coupe d'Europe. Voilà, à vous les studios. Eh ben on verra ça. Merci Jérôme et bonne chance pour le bain de foule. Toujours en sport, voici le nouveau champion de France de cyclisme sur route. Il l'avait déjà été il y a 6 ans. Il a remis ça cet après-midi à Sémur en Auxois. Il s'appelle Nicolas Vongodi. Il a failli prendre sa retraite il y a 2 ans. Il a bien fait de s'accrocher, semble-t-il. Vous le reverrez donc en bleu, blanc, rouge sur le Tour de France cet été. La fête du cinéma a commencé aujourd'hui. Quand il fait très chaud, c'est une bonne façon de se divertir sans souffrir. Passer la journée complète dans une salle. Jusqu'à mardi, l'achat du premier billet donne l'accès à un tarif de 2 € pour toutes les autres séances. Reportage à Paris cet après-midi. Abdel Mostefa, Alexis Delcourt. Fête du cinéma édition 2008, action avec comme parrain de marque cette année, Claude Lelouch. Coiffeur d'un dimanche et militant pro-cinéma pour la vie. Le cinéma va gagner tous les combats contre la vidéo, contre la télé, contre la VOD, contre les portables. Voir un film sur un portable, mais c'est une aberration. En VO à 16h10, 2 €. 2 € la séance après avoir acheté un premier billet au tarif plein ou à tarif réduit, nouveauté de cette année. Ça vous fait des files de cinéphiles. Ça vous fait rêver aussi une actrice de Bienvenue chez les Ch'tis. Il y a un petit enjeu, ça serait effectivement d'approcher le score du Titanic. Bon, on a 500 000, on est à 500 000 entrées du score du Titanic. Donc on va essayer. Moi je ne vends que des places pour les Ch'tis, les autres ne m'intéressent pas. Et à raison de... 2 je pense. 2, 3 aujourd'hui, 1 dans les prochains jours. 5-6 ouais, c'est ça ouais. 5-6 films avalés, ce sont environ 3 millions d'entrées en 3 jours d'opération et des tonnes de bandes annonces diffusées pour donner envie de revenir au cinéma. Et voici maintenant un film que vous ne pourrez pas voir au tarif de 2 €. Il ne sort que mercredi par suite d'un arrêt de travail. C'est le titre. C'est l'histoire d'un jour de grève dans les transports. Ça va parler à beaucoup de monde. Patrick Timsit et Charles Berling incarnent 2 personnages qui devaient prendre le même train mais qui n'ont pas vraiment la même vision du monde. Pascal Deschamps, Frédéric Capron.
Ceci est bien un sujet cinéma, mais comme son titre l'indique, par suite d'un arrêt de travail débute un matin de grève générale avec son lot de voyages annulés. Les trains, les avions, faut qu'on y aille à pied maintenant pour faire plaisir. La grève est un droit, et dans certains cas c'est même un devoir. D'accord. Rencontre fortuite donc entre deux personnages que tout oppose. Marc, un cadre stressé qui doit se rendre à Rome pour racheter une société, et Vincent qui prend la vie comme elle vient. Il y a 1453 km pour Rome, que de l'autoroute, une vraie ligne droite. En roulant à 2 toute la nuit, on peut arriver demain pour le petit déjeuner. Il n'y a ni le gros con de droite, ni le gros con de gauche, mais il y a deux oppositions, deux façons d'aborder la vie, et ces deux hommes sont réunis dans la même voiture. Vous partez à Rome sans sac? Oui. Comment vous faites? Vous ne changez pas? J'achète sur place. Vous faites tout le temps comme ça? Non, je fais pas tout le temps comme ça. Parfois, je fais autrement. On part a priori sur des archétypes, mais ensuite le film va progressivement rentrer dans la relation entre ces deux hommes qui va évoluer et ils vont apprendre à dépasser un petit peu les idées reçues. T'es au courant, toi, qu'ils vont racheter Saint-Denis? Saint-Denis? Rital? Tu déconnes ou quoi? Une rumeur. Et toi, là? T'es au courant de quelque chose? Il bosse à la direction, lui. Ah, c'est une rumeur de business, hein, il y en a souvent. Y a pas des rumeurs comme quoi on va être augmenté? Non, j'en ai pas entendu parler, non. Un peu une parenthèse un peu enchantée au milieu d'un chaos, un chaos social, quoi. Ils apprennent à se... Il y a beaucoup d'humains au milieu d'un contexte difficile. Je vais vous aider à traverser. Pas un film social ni un film d'action, mais un film avec du social et de l'action. Par suite d'un arrêt de travail, c'est un peu la tendre vadrouille. Disons qu'on n'a pas la même façon de voyager, mais qu'on va quand même au même endroit. Et on en vient au box-office de cette fin de semaine. En tête du nombre d'entrées au premier jour cette semaine, Le Monde de Narnia, chapitre 2, avec près de 180 000 entrées. Loin derrière, avec 85 000 entrées, Seul Tout, 2 et avec Eric et Ramsey. En troisième position, Au bout de la nuit, film policier avec Keanu Reeves et Forest Whitaker. Et puis à la quatrième place, Vals avec Bachir. C'est l'histoire autobiographique d'un soldat israélien pendant la guerre du Liban dans les années 80. La mode au masculin, c'était ce soir la fin des collections de prêt-à-porter. Vous allez le voir, pour l'été prochain, le costume revient en force. Estelle Collin, Olivier Robert. Séance de travail chez Dior, ambiance studieuse. Dans le dos, il est vraiment travaillé pour créer un volume. Chris Van Hache, le créateur, a fait de sa jeunesse une marque de fabrique. Tout est pensé, étudié pour être porté. C'est vrai qu'un blouson, on va se le passer. J'ai des collègues, on va se le regarder avec les vêtements qu'on porte déjà sur nos jeans, sur nos baskets, et on va voir est-ce que c'est un blouson que oui ou non on a envie de porter dans la rue. Parce que c'est important aussi d'avoir ce recul, sinon on fait du théâtre. Sans se laisser impressionner, il a su se faire un allié du savoir-faire de la maison. Je travaille pour Dior, je trouve que la maison est censée faire rêver. Et donc voilà, c'est une pièce phare de la collection. Et chez Hermès, l'homme, c'est elle, Véronique Nichanian, au service de ces messieurs depuis 20 ans. Elle a fait de l'épure sa signature et de la modernité son allié. Ils sont de plus en plus ouverts au changement dans les matières, dans les couleurs, dans les volumes. Et pour cette saison, j'avais envie de choses très simples et très décontractées. C'est l'éloge de la simplicité et d'une élégance naturelle. L'élégance, le maître mot chez Lanvin. Sous cette apparente simplicité se cache un prêt-à-porter savamment calibré qui a largement trouvé son public. Tout ce qu'on montre sur le défilé, c'est en vente. Tout est à vendre. Sauf nous. La vente est importante parce qu'aujourd'hui on a les critiques et demain on a les clients. Les clients en boutique. La critique c'est une journée, les clients c'est 6 mois. Chaque saison, Lanvin gagne en modernité grâce au talent de ce duo. Albert Elbaz a de toute évidence tout misé sur l'allure. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle le principal titre. On l'a appris au tout début de ce journal. Une journée portes ouvertes au 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine à Carcassonne a tourné au drame. Les images que vous voyez ici, que vous allez voir, ont été filmées hier par un amateur et aujourd'hui un militaire qui effectuait un exercice d'assaut devant le public à tirer à balles réelles au lieu d'utiliser des balles à blanc.
Résultat, 16 personnes ont été blessées, dont 11 grièvement. Le bilan vient tout juste d'évoluer. Le pronostic vital est engagé pour 3 personnes, dont un enfant. Personne ne s'explique pour l'heure ce drame. C'est incompréhensible, a déclaré tout à l'heure un responsable de l'armée de terre. Et à la demande de Nicolas Sarkozy, le ministre de la Défense, Hervé Morin, se rendra sur place ce soir. Information que nous développerons bien sûr dans le journal de la nuit et dès demain à 6h30 avec Sophie Le Saint dans Télématin. En attendant, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.